Salut Joanne, Salut Julien. tu vas bien? Ouais, nickel. Bon, les autres vont arriver dans quelques minutes. Ouais, ok, ça marche. Voilà, Sébastien vient de se connecter. Voilà, salut Julien. Salut Seb, ça va? Ouais, très très bien, et toi? Nickel, merci. Ouais, Hop, il y a Joanne qui est arrivée déjà. ouais, je te vois pas, Joanne, mais ouais. Alors, j'ai essayé d'activer la caméra, mais j'y arrive pas. Je peux activer. Juste un truc. Hop. Je pense qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre, mais en cours de route. Qui n'étaient pas Ok, là parfait, ouais. sur leur fil, donc on attend 5 minutes et on pourra commencer. Ouais, Hop. ouais, ouais, non, mais il n'y a pas de pression. J'ai eu pas mal de retours pour ton épisode. Je sais pas si toi t'en as eu, Seb, de ton côté. Ouais, j'ai vu passer des commentaires là sur LinkedIn. Yes. LinkedIn. Ouais, 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 c'est sympa, ouais. Il y a André Canvel qui a réagi. Ouais. Euh, Christophe Maillot-Fré, que je connais aussi, qui a fait un commentaire. Ouais, c'est bien, hein. Ouais, ouais, on a eu un peu plus de 1000 et quelques écoutes sur ton épisode, là. Combien tu dis? Un peu plus de 1000. Ah oui, quand même, ouais. Ah oui, Ouais, c'est pas mal, ouais. Mm. regardez. Tac, au chat. Je regarde de suite. Hop. Hop, ouais, c'est Et ça. Joanne, alors qu'est-ce que tu deviens, Joanne? Déjà, je pense que vous vous rappelez de moi ou pas du tout? Ah, mais bien sûr, Ça, c'est énorme. C'est tu énorme. tu t'es bien passé par une licence entraînement à Clermont, me Ouais, semble-t-il. c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, 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 mais très très bien, ouais. Et là, t'as le Bézan, non? T'es entraîneur de natation maintenant, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ça fait 10 ans que j'entraîne. Oui, oui, d'accord. Ouais, ouais, non, non, mais je me rappelle très bien, ouais. T'étais passé par un Dust ou pas? Je me souviens plus. Non, j'avais pas fait le Dust. En fait, j'avais fait d'abord management, le DU de préparation mentale de Michel, et après j'avais rejoint la licence entraînement. Ah oui, d'accord. Ok. Très très bien. Ah non, je me rappelle bien, hein, ouais, bien sûr. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ça fait une mise à jour de pas mal de choses. Je suis tombé vraiment par hasard en fait, sur le podcast que Julien met en place. Et puis en regardant au fur et à mesure, je suis tombé sur le podcast que vous avez fait. Et puis je me le suis fait dans la voiture tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Très Une bien. heure et demie une heure et demie à écouter tout ça. Hyper intéressant à me demander si je suis dans la bonne direction ou pas depuis que j'entraîne. Je suis quand même assez rassuré dans ce que je fais, donc c'est plutôt cool. Ah ouais, super, très très bien, parfait. Et après, Delphine, bonjour. Bonsoir. Déjà, Bonsoir. merci beaucoup, Julien. De rien. Bonsoir tout le monde. Merci, merci beaucoup, Sébastien, parce que moi aussi, je viens de finir là l'écoute. D'accord. Ah Je viens oui. de finir tout juste l'écoute, ouais, je me suis fait l'heure et demie, l'heure et demie. Et merci en fait. Merci parce que ça fait du bien d'entendre des personnes qui ont pris le temps d'étudier le sujet des enfants. J'évolue dans le milieu de la gymnastique. Et Mhm.
Donc, D'accord. on est concerné par les enfants depuis tout petit. Oui. Et ça fait longtemps que de mon côté, je vois qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, Mhm. que j'essaye d'en parler, mais que voilà, c'est très fermé et que non, c'est comme ça. Ça fait 25 ans qu'on travaille comme ça et que c'est pas une petite jeune qui va décider que, en fait, non, c'est bizarre de fonctionner comme ça. Donc, ça fait du bien d'entendre des personnes qui travaillent. Voilà, vous travaillez depuis 25 ans là-dedans et quand je vous entends, je me dis, bon, bah, ok, il y a des choses à changer pour le bien-être de ces enfants. Mhm. Et c'est important. Donc, je pense que ce que vous faites, votre travail est vraiment précieux et important. Donc, merci pour ça. Vraiment. Ouais, Oui, merci. 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 Alors, on peut se tutoyer, vraiment, ça me pose aucun problème. Si vous le souhaitez, on peut. Voilà. Est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, oui, oui. Il n'y a aucun C'est bon, souci. validé. 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 C'est plus simple. Mm. Et donc, du coup, là, je finissais parce qu'à la fin du podcast, pardon, tu parles des formations qui existent. Oui. Du coup, moi, l'année prochaine, je vais faire un CQP petite enfance. D'accord. Pour les moins de 6 ans, c'est organisé par la Fédération française de gymnastique. Alors, je ne connais pas encore le contenu, donc je ne sais pas du tout ce qu'ils vont nous dire. D'accord. Et la Fédération française de gymnastique a un CQP petite enfance spécialisé sur les moins de 6 ans. Et à cet âge-là, c'est surtout de la motricité qu'on fait. Voilà, donc peut-être que ça peut être intéressant pour vous, enfin pour toi, pardon, de te renseigner sur ce qui se passe au cours de cette formation, tout ça. Ah Voilà. ben, je demanderai parce que je dois intervenir sur une formation organisée par la Fédération de gymnastique Ouais, au mois de septembre. C'est une formation, c'est pas sur la petite enfance, mais c'est plutôt sur je crois, c'est plus âgé, ça doit être vers les 10 14 ans, quelque chose comme ça. Donc elle est mise en place, il me semble, sur l'INSEP. ouais, Mais en tout cas, moi, je dois intervenir en visioconférence, pas en présentiel. d'accord. Ouais. Voilà, je pose ça là. Très bien, ouais, c'est bien, c'est super, c'est bien. Donc, pour commencer le masterclass, ah bah, il y a Jonathan qui vient de se connecter. À la limite, je laisse se présenter et après, on pourra commencer. Je sais pas s'il nous entend déjà ou pas. Non, bon. Joanne, toi, c'est ton premier masterclass. Donc, en fait, l'objectif sur ce temps-là, c'est de se dire, bah, toutes les questions que tu as, tu peux les poser. S'il y a des choses sur lesquelles tu veux qu'on rebondisse, des choses qu'on n'a pas abordées pendant l'émission, que tu as envie d'approfondir, tu peux nous poser vraiment toutes les questions. Moi, je suis plus là en spectateur, hein, qu'autre chose. C'est vraiment Sébastien qui répond aux questions. Et Mhm. donc, voilà, n'hésitez pas à débattre entre vous sans aucun problème. Ok, Qui veut très bien. commencer? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Euh, Bah, du coup, moi, clairement, je pense que j'aurais bien voulu reparler de tout ce qui traite des habiletés mentales, des capacités perceptivo-cognitives. C'est des termes que je connaissais pas du tout, que j'ai appris. Alors, je pense avoir à peu près compris de quoi il était question. J'aurais bien aimé voilà, repartir sur tout ça. En même temps, tout le podcast a est connecté sur tout ce que vous dites. Tout est lié. Donc je réécouterai le podcast, mais j'aurais bien voulu revenir sur ces notions-là. Et, Mhm. euh, et après, j'ai noté des questions, comme je viens de sortir, j'ai toutes mes notes. Ouais. Voilà. J'avais noté des questions qui, par rapport à la motivation du jeune intrinsèque et extrinsèque, j'aurais bien voulu réapprofondir un petit peu cette notion-là. Mhm. Et, euh, et comme je suis pas formée sur la préparation physique, euh, tout ce qui traite de le potentiel aérobie oxydatif, je ne Ouais. suis pas sûre de bien tout maîtriser. Donc, pareil, j'aurais bien voulu repréciser un petit peu ces notions et le mettre en lien, du coup,
avec la motricité, le perceptivo-cognitif et l'endurance, comme vous en parlez. Et du coup, voilà. D'accord, C'est surtout ces notions que j'aurais aimé approfondir. d'accord. Très bien. Pour revenir sur les capacités perceptivo-cognitives, voilà, ça relève de la capacité à capter l'information ou les informations qui sont utiles, les capter efficacement, c'est-à-dire rapidement, de manière à les rendre opérationnels et répondre à une situation peut-être imprévue, hein, ou en fait, ça relève de l'intelligence de jeu, en fait. C'est-à-dire, lorsqu'on a un jeune qui est je sais pas, sur un terrain de foot ou un terrain de basket en tout cas, il y a plein d'informations finalement à capter. Ces informations-là, en fait, il faut être capable de pouvoir les traiter rapidement, efficacement et de manière à être opérationnel et faire la différence par rapport à un adversaire ou par rapport je sais pas, alors euh, ça passe forcément par le développement du système nerveux central qui mature essentiellement durant les premières années de la vie. Et il faut savoir que l'enfant, en fait, il a une forte plasticité cérébrale, c'est-à-dire que plus on va solliciter le jeune, plus on va développer les connexions nerveuses, les connexions synaptiques, et quelque part, on va pouvoir développer ces capacités-là, voilà, finalement à capter l'info, à la traiter, à la rendre opérationnelle et être efficace finalement dans le jeu ou dans les prises de décision. Et ça, je trouve que aujourd'hui, on passe un petit peu à côté. C'est-à-dire qu'on souhaite très rapidement développer les capacités physiques, à savoir la vitesse, la force, la puissance, l'endurance, la souplesse. Ça, ce sont les capacités physiques. Et on oublie en amont, en quelque sorte, de développer ces capacités perceptivo-cognitives ou même les habiletés motrices. Alors, dans les habiletés motrices, hein, dans le podcast, je parle de la coordination, je parle de l'adresse, de l'agilité, je parle de l'équilibre. Mais en tout cas, je crois qu'il faut vraiment avant de vouloir développer les capacités physiques, il faut absolument développer ses habiletés motrices et développer aussi ses capacités perceptivo-cognitives parce qu'elles sont déterminantes finalement dans la performance et dans le résultat, quoi. Et quand tu parles de petite enfance, par exemple, c'est vrai que c'est une période vraiment charnière, très importante pour développer ses capacités à percevoir, à capter l'information, à la traiter, à la rendre opérationnelle. Et il faut absolument interagir avec l'enfant de façon positive. Il faut essayer vraiment de lui proposer des situations les plus variées possibles. Parce qu'en fait, un enfant, il doit s'adapter face à une situation. Et pour bien s'adapter, il faut lui proposer diverses activités physiques et sportives. Il faut qu'il apprenne à différentes habiletés sportives en passant par le savoir nager, le savoir rouler, le savoir lancer, attraper, réceptionner, manipuler, le savoir rouler, le savoir glisser, etc. En fait, une multitude d'activités qui relèvent de ses capacités perceptivo-cognitives et qui relèvent aussi de ses habiletés motrices. Si je comprends bien, les capacités perceptivo-cognitives, du coup, il s'agit de développer ses sens. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire, bien sûr, à développer les sens. Alors, ça passe par la vision, par l'audition, donc quelque part, on peut peut-être mettre en place des situations où dos à la balle, par exemple, hein, face, je sais pas, on siffle hein, quand on est ou ou de dos finalement à un coup de sifflet par exemple, c'est de pouvoir réagir du bon côté ou se tourner rapidement, être réactif le plus vite possible. Voilà, ça passe finalement par le développement des différents sens et tu as complètement raison. Ouais. Mais par contre, il faut absolument vraiment
encore une fois, diversifier les situations. Et dans le podcast, je parle aussi, il n'y a pas que les activités physiques et sportives, il y a aussi les activités musicales, artistiques qui font appel voilà, à la création. Et les activités musicales, par exemple, elles sont aussi essentielles. Et puis, il y a du transfert dans tout ça. C'est-à-dire que un jeune, quand il va apprendre à jouer d'un instrument, en fait, il va devoir bien se placer, bien se positionner, bien souffler, positionner ses doigts correctement sur les touches voilà, de l'instrument, apprendre le rythme, la cadence, apprendre aussi à déchiffrer une partition en même temps qu'il joue. On va le positionner, on va le mettre dans un orchestre aussi, donc dans un collectif, hein, donc il va aussi devoir s'habituer et s'adapter voilà, dans un collectif. Et bien tout ça, en fait, on le retrouve dans le milieu sportif. Voilà. Et donc, en fait, plus on va finalement solliciter ce jeune, plus on va pouvoir lui permettre de développer, encore une fois, ses capacités perceptivo-cognitives, notamment. Et puis aussi ses habiletés motrices, hein, motricité fine aussi. Lorsqu'on on place les doigts sur les touches de l'instrument, bah aussi, il faut aussi voilà, développer cette motricité fine. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui jouer sur le transfert. Le transfert, c'est important et ne pas spécialiser trop tôt nos jeunes dans une discipline. Alors la gym, c'est vrai que c'est une discipline où on se spécialise assez tôt, mais quelque part, ce qu'il faudrait, c'est éviter l'hyperspécialisation. On peut spécialiser tôt parce qu'il y a des disciplines qui demandent voilà, un fort volume d'entraînement très tôt, mais je pense qu'il faut éviter l'hyperspécialisation et pour l'éviter, il faut bien sûr passer du temps dans la discipline, mais aussi essayer voilà, de proposer aussi d'autres sports, d'autres disciplines aux jeunes que l'on entraîne ou que l'on accompagne. Le développement des capacités perceptivo-cognitives, elle peut se faire à tout âge ou pas? Elles peuvent se faire, alors oui, mais en tout cas, il faut le faire très tôt parce que l'enfant, il a un point fort, c'est qu'il a une très forte plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'il est capable de tout apprendre. Maintenant, après, il faut bien l'accompagner parce qu'en fonction de ce que l'on va proposer à l'enfant, on va renforcer certaines connexions nerveuses, certaines connexions synaptiques et on va faire disparaître d'autres connexions nerveuses ou d'autres connexions synaptiques. C'est-à-dire qu'on va être à l'origine du câblage nerveux de nos jeunes. Donc, en fait, en tant qu'adulte, en tant qu'entraîneur, en tant que parent, en tant que voilà, enseignant, etc., on a un rôle très, très important parce que en fonction de ce que l'on va faire avec les jeunes, en fonction de nos choix, en fonction voilà, des choix qu'on va faire, et on va accabler d'une certaine manière le cerveau de nos jeunes, quoi. Donc, si on leur apprend n'importe quoi, voilà, après, c'est difficile de désapprendre pour réapprendre. Et la période la plus favorable dans l'apprentissage, voilà, c'est vraiment les premières années de la vie jusqu'à au moins 14 ans, mais ça continue jusqu'à 25 ans. Mais la plus grosse flexibilité qu'on peut avoir pour les jeunes, elle a lieu voilà, jusqu'à 12-14 ans à peu près. C'est ça qu'il faut vraiment pas passer à travers le développement de la motricité et le développement de ses capacités perceptivo-cognitives qui vont conditionner forcément la suite et le développement des qualités physiques. Ok, je me posais la question parce que, par exemple, des débutants qui vont arriver dans un sport à 12 ans, par exemple, est-ce qu'on doit d'abord passer par ce travail-là, qu'on aurait déjà fait avec des enfants beaucoup plus jeunes, 3, 4, 5, 6 ans, ou alors est-ce que on va, ou alors est-ce que c'est pas une est-ce qu'on doit passer d'abord vraiment par ce travail-là, puis ensuite par la préparation physique et le travail technique, tout ça? Ou alors c'est quelque chose à partir à cet âge-là, entre guillemets, il n'est pas trop tard, mais bon, c'est un peu tard et donc du coup, on peut déjà avancer sur d'autres choses. Que c'est Alors, primordial. ouais, non, mais c'est une bonne remarque, c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui n'ont pas eu la chance voilà, de passer par une approche diversifiée, multivariée, multisportive. Et donc, forcément, ça va être à leur détriment à un moment donné parce qu'ils feront preuve de moins de flexibilité, de moins d'adaptabilité finalement. Donc, quelque part, si ces jeunes-là sont pas passés par cette approche multivariée, voilà, il y a un moment donné où ça va coincer de toute façon.
Donc, il faut. Alors, c'est jamais trop tard. On peut revenir un petit peu. Il faut absolument remettre cette approche diversifiée. Euh, mais voilà, attention, plus le jeune va avancer dans l'âge, plus ce sera difficile, plus compliqué. Et on le voit lorsqu'on est adulte ou lorsqu'on voilà, on devient senior, par exemple, ben, c'est plus difficile d'apprendre parce que le câblage a été fait. Et quelqu'un qui est passé par une approche multisportive, multivariée, ben, il est capable voilà, de s'adapter, voilà, de répondre à différentes situations efficacement. Parce il a cette capacité voilà, à percevoir la bonne information au bon moment, à réagir correctement et à prendre la bonne décision, faire le bon choix, voilà, dans une situation où il est nécessaire de faire la différence, quoi. Et sur la motricité, ben, voilà, c'est la même chose, hein. Quelqu'un qui est capable de s'adapter sur le plan moteur très rapidement, très efficacement, qui fait preuve d'équilibre, de bonne coordination, alors intramusculaire, qui est agile, qui est adroit, ben, c'est quelqu'un qui va faire forcément la différence à un moment dans son parcours sportif. Et les jeunes qui sont pas passés par cette approche multivariée, multisportive, voilà, ça sera un manque forcément d'adaptabilité, de flexibilité. Et donc, bah, voilà, à un moment, ça va coincer forcément dans le parcours du jeune s'il veut être amené voilà, à vouloir arriver à la haute performance, par exemple. Ok. C'est vrai que j'ai pu travailler avec des ados et qui ne pouvaient pas progresser en gymnastique. Des ados, des pré-ados, quoi, qui ne pouvaient pas progresser parce qu'il y a des prérequis. Pour moi, qui ne concerne pas spécialement la gymnastique, juste des prérequis moteurs qui n'étaient pas acquis. Et Oui, du coup, c'était intéressant juste pour eux de retravailler sur ces bases-là, quoi. Parce que l'équilibre n'était pas là, la coordination n'était pas là, la réactivité n'était pas là. Et on voit la différence en fait entre que ce soit les enfants ou les préados, entre ceux qui ont ces capacités-là et ceux qui ne l'ont pas, ça fait. Enfin, il y a la marge de progression derrière, elle est complètement différente. ouais, ouais. Et oui, parce qu'en fait, ils ont appris toujours le même mouvement. Ce sont des mouvements qui sont très stéréotypés, finalement, répétés. Alors, c'est vrai que l'apprentissage passe par de la répétition, mais si les mouvements sont les mêmes, systématiquement les mêmes, et réalisés de façon très stéréotypée quelque part, voilà, bon, on câble d'une certaine manière, mais après, voilà, le câblage, s'il est fait d'une certaine façon, et à un moment, bon, ben, lorsqu'on va demander de faire un autre mouvement dans une autre situation, ben, l'enfant ne pourra pas. Il va être, et donc, en tout cas, s'il a acquis une mauvaise technique, par un mauvais câblage, ben, derrière, ben, l'efficience motrice, c'est pas la bonne, quoi. Donc, et ça se traduit par un coût énergétique plus important, par un rendement mécanique qui est faible et donc une économie dans le mouvement qui n'est pas la bonne, quoi. Donc, et en natation, par exemple, on parlait de natation avec Johan tout à l'heure, et voilà, dans l'eau, l'eau est 800 fois plus résistante que l'air, donc un mauvais mouvement, voilà, euh, ben, le jeune, il le paye cash, quoi, hein. Donc après, s'il n'y a pas d'efficacité dans les mouvements, dans les gestes, après, voilà, c'est au détriment de la performance et du résultat. Ouais, c'est complètement ça. En fait, on le voit sur les sports à maturité précoce. Gym et natation sont concernés tous les deux. Un gamin de 12-13 ans qui n'a pas les bases, tu as quand même très peu de chances de le retrouver plus tard sur un parcours de haut niveau. C'est pas dire c'est rédhibitoire, mais il y a un retard à combler qui est hyper important et en fait, on manque de temps. Parce qu'en fait, Sébastien, quand tu expliques qu'il faut remettre l'approche diversifiée, je suis d'accord là-dessus. Mais c'est juste qu'en fait, dans les séances d'entraînement, souvent, on est toujours en recherche perpétuelle de temps. Et oui. Entre les 1 heure et demie, 2 heures qui sont à disposition tel ou tel jour dans la semaine ou même pendant les stages, ben en fait, on se rend compte très vite que le temps effectif d'entraînement, il est quand même vachement faible. Alors que si on avait une amplitude horaire très large, on pourrait se dire, on met telle période pour ça, on met telle autre chose à tel moment, et en fait, on pourrait vraiment jouer sur tous les panels de l'entraînement dont on a besoin. C'est quelque chose qui nous manque beaucoup, en fait, au final. Parce que quand tu parles de l'approche diversifiée, pour moi, c'est ce que font les anglo-saxons, ce que font
les Allemands, si tu pars en Australie, en gros, ils ont le temps de faire tout ça, je pense. Et c'est pour ça qu'ils sont très forts jeunes, parce qu'ils ont les bases, mais c'est pas parce qu'ils font plus, c'est parce qu'ils font mieux que nous, parce qu'ils ont le temps de le faire. Nous, on n'a pas le temps de le faire, en fait. Ouais, alors après, ça se pose la question dans le volume en fait du travail. Alors il y a la quantité du travail, certes, mais il y a la qualité du travail. Donc après, se pose la question de savoir comment l'entraîneur va gérer sa séance et comment il va optimiser sa séance avec le temps qu'il a. Donc après, voilà, sur une séance de natation, voilà, d'1 h 15, 1 h 30, il faut voir ce qui est utile et moins utile, quoi. Et des fois, c'est vrai qu'on met beaucoup de récupération dans la nage. Voilà, est-ce qu'on peut pas réduire la récupération, travailler peut-être plus à ce moment-là sur un plan technique, voilà. Donc c'est toujours le. Alors le temps, c'est sûr, hein, même avec plus de temps, maintenant, on se pose aussi toujours la question de la qualité du travail dans le temps Ouais, qui, c'est sûr. Ça, ouais, c'est une évidence. est imparti. Donc, euh, mais en tout cas, moi, ce qui me concerne aujourd'hui chez les jeunes, c'est pas de parler peut-être d'entraînement ou de préparation physique, mais c'est parler aussi de préparation motrice, comme je le disais dans le podcast, c'est-à-dire qu'il faut mettre le paquet sur la préparation motrice de nos jeunes et aussi sur cette préparation perceptivo-cognitive. Et si on avait déjà cette démarche-là avant d'aller sur du physique, peut-être qu'on aurait de meilleurs résultats aussi par la suite avec les jeunes qu'on entraîne. Mais en fait, c'est ce que tu disais dans le podcast, c'est faut prendre le temps de former les jeunes. Je dirais même pas former les jeunes, moi je dirais même former des athlètes. Moi, je le dis souvent Oui. comme ça quand j'en discute avec des collègues ou même en général quand je parle de ce que je fais, parce que au final, on a des gamins à qui on demande de faire du sport, ok, mais on leur demande de nager pour ma part, mais on leur demande aussi des fois de courir, des fois de faire du gainage, des fois de faire du travail au poids de corps, des fois de faire du travail avec des kettlebells ou avec une barre d'haltérophilie. En fait, au final, si on résume la chose, on lui demande d'être un athlète. Tout à fait. Et s'il n'a pas cette capacité à être un athlète, il peut être aquatique, mais s'il est juste aquatique, il fera jamais rien. C'est comme si on demandait à un gymnaste d'être juste souple. Ça sert à rien, en fait. C'est exactement ça, quoi. Ouais. Mais un athlète, voilà, bien préparé, c'est-à-dire que voilà, après, voilà, quand un jeune, voilà, il grandit, voilà, il grandit à des vitesses de croissance qui sont variées, avec des vitesses de croissance rapides, moins rapides, et durant cette période critique, hein, de développement rapide du jeune, voilà, forcément, c'est une source de blessure, donc il faut aussi faire attention à bien gérer le travail, à bien gérer la charge de travail. Euh, et Et intuitivement, finalement, je pense en France, on le fait de façon intuitive, c'est d'augmenter la charge quand le jeune grandit. On se dit, quand il devient minime, par exemple, minime cadet, alors on augmente assez violemment le volume, mais à ce moment, le jeune, il est fragilisé sur un plan physique. Si on regarde au niveau du système osseux, système articulaire, etc., attention, le jeune, il est sensible aux blessures, donc le travail qualitatif, il est important à ce moment-là et peut-être réduire la voilure, le quantitatif et augmenter le qualitatif à ce moment-là pour justement mieux former l'athlète de demain. Mais en tout cas, oui, Joanne, je te rejoins, hein, l'athlète, c'est important. Former un athlète, c'est la base. Tu parlais justement dans le podcast, tu faisais le lien entre le développement des capacités perceptivo-cognitives et l'endurance, justement pour repousser le développement de la fatigue et favoriser la récupération. Euh, Quel est le lien entre le développement des capacités perceptivo-cognitives et le fait... Quel est le lien entre ça, les capacités perceptivo-cognitives, le développement de l'endurance et le repoussement de la fatigue? Qu'est-ce qui Alors, permet de... sur le plan perceptivo-cognitif, bon, il y a pas vraiment de lien avec l'endurance ou la fatigue, hein. Ok. Euh, En fait, je disais dans le podcast en fait que la fatigue en fait elle est conditionnée par des facteurs centraux, par des facteurs nerveux et puis des facteurs musculaires. Mhm. Alors, mais en tout cas,
le perceptivo-cognitif, c'est plus dans le choix à faire à un moment donné. Donc, c'est une prise de décision à prendre. Tout Je ce qui parlerais pas plutôt de lucidité, Sébastien, quand tu dis ça, justement. Ben, la lucidité, oui, forcément, on va perdre en lucidité lorsque voilà, on est dans un état de fatigue. Oui, tu as raison de le souligner, Joanne. Euh, c'est plus difficile finalement de faire le bon choix, de prendre la bonne décision lorsque l'organisme forcément est dans un état de fatigue. Euh, mais quelque part par rapport aux aspects métaboliques, il n'y a pas vraiment de lien. C'est-à-dire le potentiel oxydatif, voilà, on le développe avec l'entraînement, en faisant voilà, des séries de type intermittent ou des séries de type continu, etc., pour en booster le potentiel aérobie, le potentiel oxydatif. Mais le, le perceptivo-cognitif, euh, il peut être altéré, certes, parce qu'on peut on peut être dans un état de fatigue avéré et que voilà, forcément, on a plus de mal à faire le bon choix. Euh, alors, j'ai perdu le fil conducteur de la question. Je me demandais quel était simplement le lien entre ces deux choses-là, simplement. Entre le développement des capacités perceptivo-cognitives et le fait de repousser le développement de la fatigue. Ben après, avec l'entraînement, on va pouvoir développer cette capacité finalement à être plus attentif, à faire un bon choix. Forcément, on peut réduire cette fatigue perceptivo-cognitive avec l'entraînement. Euh, mais à condition, en quelque sorte, de développer son potentiel aérobie, son potentiel oxydatif. Parce que le potentiel oxydatif, en quelque sorte, il va permettre de repousser la fatigue physique, mais aussi, je pense, de repousser la fatigue aussi mentale, et cette fatigue perceptivo-cognitive. Donc, tout est lié, en fait. Hein, et un jeune qui va se retrouver voilà, mieux préparé, avec un meilleur potentiel aérobie, bon, il va être plus endurant, il va repousser la fatigue physique. En même temps, je pense aussi ça va lui permettre aussi d'être être plus, euh, comment dire, être plus efficace dans ses prises de décision à un moment où il le faudra, quoi. Donc, tout est lié dans tout ça. Ce que je comprends là aussi dans ce que tu dis, c'est que finalement, en mettant l'accent sur cet aspect-là avec les plus jeunes, on aide le futur athlète à avoir conscience de lui-même et à savoir, à connaître ses limites dans sa pratique. Ouais, tout à fait. À pouvoir prévenir les blessures, la fatigue, les moments où, attends, là, non, je suis pas disponible, il faut que j'aille boire un coup parce que j'ai plus les idées en place ou quoi. Donc, on aide les jeunes à devenir des athlètes conscients de leur pratique. Mhm. Et ce que je comprends, c'est donc que nous, notre rôle auprès des enfants, c'est de les aider à contacter ces ressentis-là en eux Oui. petits. Moi, plusieurs fois avec les petites filles que j'entraînais, parfois j'en avais qui me disaient dès le début de l'entraînement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai mal là, j'ai mal ici, j'ai un peu, j'ai mal à la tête, tout ça. Donc à chaque fois, je les écoutais et je leur disais, bon, bah, si tu es fatiguée, bah, assis-toi, Mhm. repose-toi. Et il y a plein de fois où, après coup, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'elle avait juste pas envie ce jour-là? Et du coup, ça s'est traduit dans son vocabulaire par je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, ou que sais-je. Et à ce moment-là, nous, euh, comment on peut accompagner le jeune, l'enfant, à bien percevoir si c'est de la fatigue physique, si c'est j'ai pas envie, si c'est comment on peut accompagner le jeune à apprendre à développer finalement. Est-ce que c'est ça notre travail avec les enfants? Les accompagner à apprendre à développer cette conscience-là de leur ressenti. Ouais, alors après, la fatigue, c'est quand même assez complexe parce que la fatigue, elle est à la fois physique, elle est à la fois mentale.
Un jeune, en fait, il est à l'école toute la journée. Quand il sort de l'école, bon, il va s'entraîner. Il suffit qu'il ait mal dormi, qu'il ait passé une mauvaise nuit, etc., il soit pas bien alimenté. Donc, en fait, la fatigue, c'est vraiment elle est multifactorielle. Et c'est vrai que des fois, il y a des jeunes qui viennent à l'entraînement qui sont fatigués parce que par leur journée, par une déception liée à une mauvaise note, etc. Donc, euh, et ça, c'est des neurosciences, en fait, hein. Quand on analyse un petit peu le cerveau, en fait, il y a trois niveaux. Il y a le cerveau archaïque, hein, qui relève du reptilien. C'est le cerveau primitif, en fait, hein, c'est des instincts de survie, quelque part. Alors, donc, un jeune qui a mal dormi, qui s'est mal alimenté, etc., ben, c'est l'archaïque qui va prendre le dessus. Et puis après, il y a le limbique qui régule les émotions, alors les bonnes, les mauvaises émotions, hein. Quand tu parles de ressenti, ben, peut-être que à un moment, le jeune, il a un mauvais ressenti parce que il est pas bien à un moment donné. Et donc ça, c'est le limbique. Et quelque part, si le limbique, il est trop fortement activé, mais négativement, de façon négative, avec des mauvaises émotions, et que le reptilien aussi a pris le dessus, parce que et pour X raisons, ben, c'est le cortex, le cerveau de l'apprentissage, qui est pollué par ces deux premiers niveaux de cerveau. Et dans le cortex, c'est celui qui est à l'origine de l'apprentissage, et les fonctions exécutives, tout ce qui est anticipation, prise de décision. Et en tout cas, si le cortex est fortement pollué par le reptilien et par le limbique, le jeune, il peut pas apprendre correctement. Donc en fait, quand un jeune il vient à l'entraînement, il faut essayer d'avoir peut-être en début de séance un moment de détente ou peut-être avant de commencer l'entraînement, essayer qui décompresse de sa journée de façon à ce qu'il soit beaucoup plus réactif, plus attentif aux consignes qu'un entraîneur va lui donner. Donc, il faut peut-être passer par un temps de repos ou un temps de relâcher, de relaxation avant de pouvoir entamer la séance d'entraînement. Et surtout dans des activités qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Alors, pour revenir un petit peu à la notion de fatigue au perceptivo-cognitif, attention parce que c'est vrai qu'un jeune, comme je disais tout à l'heure, vous prenez une fille qui a 12 ans, un garçon qui a 14 ans, il est en plein développement pubertaire. Et à ce moment-là, son corps, il se transforme énormément. Donc, il a un schéma corporel qui est complètement perturbé, modifié. Et donc, sa coordination ou ses habiletés sont réduites à ce moment-là. Et donc, un jeune, il peut plus rapidement se blesser à ce moment-là s'il n'est pas suffisamment attentif. Voilà, s'il fait preuve de mauvaise concentration, s'il n'est pas attentif, ben, attention, c'est une période autour des 12 ans chez la fille, 14 ans chez le garçon, les périodes pubertaires, ce sont des moments où les jeunes peuvent se blesser facilement. Donc, cette fatigue, en fait, elle est physique aussi, elle peut être aussi euh, pollué aussi par cette fatigue perceptivo-cognitive. Donc attention aussi aux blessures à ce moment-là, c'est le jeune, et c'est lié aussi à ce potentiel aérobie, le potentiel oxydatif, hein. Si un jeune il est moins endurant, moins résistant, s'il se fatigue beaucoup plus rapidement sur un plan physique et sur un plan perceptivo-cognitif, eh ben, il peut se blesser plus rapidement. Donc après, je dirais que il faut peut-être entamer les séances par un temps de repos, de relaxation avant de pouvoir entamer véritablement la séance et ce qu'on va leur demander. Voilà. Donc après, s'il y a des jeunes qui sont vraiment très fatigués, ben, c'est inutile peut-être de leur demander trop sur un plan technique ou sur un plan physique. Mais c'est compliqué de toute façon à évaluer. Mm. Merci beaucoup. Jonathan, je ne sais pas si tu as des questions, mais n'hésite pas à les écrire, hein, je les poserai si tu n'as pas le micro. Johan, tu veux rebondir? Ou poser Ouais, moi, ça une autre m'intéressait chose. beaucoup quand Sébastien, tu parlais de capacité aérobie et anaérobie. Mhm. Trouver le bon rapport entre en faire assez et pas assez. Je parle d'anaérobie là surtout. Oui. Parce qu'on se retrouve quand même avec une discipline très réglementée sur des temps réalisés pour accéder à un certain niveau.
Et je me posais carrément la question de savoir si on pouvait carrément la supprimer, pas toute la saison, mais genre en faire très très peu de la capacité anaérobie, parce qu'au final, on se rend compte que les gamins, même si on leur fait pas faire beaucoup de lactique, ils sont quand même très forts sur du sprint. Donc, Et est-ce oui. qu'il y a un intérêt à leur en faire faire Mhm. un peu de temps en temps, ou carrément pas du tout, puisque le côté oxydatif leur permet quand même d'arriver à se débrouiller dessus? Ouais, c'est une bonne question. Alors, moi, je suis un grand défenseur de l'aérobie, de toute façon, parce que bon, avant la puberté, voilà, l'enfant est très aéro, il a une très bonne capacité aérobie, il est capable de, voilà, de résister à la fatigue et d'être très, très endurant sur un plan métabolique. Et après, ce sont le facteur limitant, ça va être le coût énergétique. On en revient un petit peu à la technique, à la motricité. Hein, mais en tout cas, au moment de la puberté, voilà, le potentiel aérobie diminue, le potentiel anaérobie augmente. À ce moment-là, c'est à la puberté du jeune, il faut absolument maintenir ce potentiel oxydatif aérobie euh, pour mieux récupérer et puis mieux tolérer la charge de travail, voilà, sur la séance, ou même sur la saison complète. De toute manière, en début de saison, il faut absolument, pour remettre en route nos jeunes, nos athlètes ou nos jeunes ou sportifs, il faut absolument faire du foncier, du volume, voilà, pour que les jeunes puissent encaisser la saison complète et mieux récupérer des séances d'entraînement et des compétitions qui subissent. Euh, moi, l'anaérobie, ouais, alors, il y a des études qui montrent que la capacité anaérobie, en fait, euh, notamment la capa lactique, elle est déterminante sur la capacité à maintenir euh, l'effort à VO2 max. C'est-à-dire que Ouais. si on veut vraiment développer la puissance aérobie, le temps de maintien à VO2 max, là, il faut quand même un minimum de capacité anaérobie. Euh, donc voilà. Après, euh, est-ce nécessaire de tenir voilà, longtemps à VO2 max je dirais oui, parce que quelque part, ça permet quand même de développer VO2 max et puis aussi développer la VMA du jeune. Ouais. Donc, il faut quand même un petit peu de capa anaérobie. Euh, mais après, ouais, il faut vraiment préserver ce potentiel aérobie, surtout à la puberté et après, et ça passe par du continu ou de l'intermittent. De toute manière, quand on fait de l'intermittent, on est sur du mixte, hein, on fait du travail mixte. Hein, on sollicite à la fois l'aérobie et l'anaérobie. Euh, il suffit de faire du court-court en 10-10, du 15-15 ou du 20-20, même du 30-30 hein, à 100% de la VMA. Lorsqu'on est sur du 10-10, du 20-20, du 30-30, on est au-delà de la VMA. On est sur du supramax, hein, mais en faisant de l'intermittent, de toute façon, on mobilisera les filières aérobie, anaérobie. Donc, on fera du mixte là-dessus. L'intermittent, pour ça, est assez intéressant pour solliciter les différentes voies métaboliques. Je ne sais pas ce que Ok. tu en penses, Johan, là-dessus, mais je pense que après, la vitesse, c'est complexe, hein, c'est pas que métabolique, hein, donc voilà, ça fait appel à des capacités neuromusculaires, d'accélération, de décélération, à de la vitesse gestuelle, etc. Donc, c'est vrai que c'est à la fois musculaire, nerveux, tendineux, et le métabolique, c'est qu'une composante finalement de la vitesse. Donc, c'est pas Non, forcément, non, c'est sûr. pas forcément la principale composante de la vitesse. Non, non, bien sûr. Après, ce qui est difficile, c'est de se dire à quel point on peut en faire faire et quelles en sont les répercussions à court, moyen et long terme. C'est-à-dire que quand dans une échéance dans la saison, on a vraiment une épreuve spécifique qui pourrait être le 100 mètres pour un nageur, bah, des fois, moi, je me pose la question de savoir est-ce que j'aurais dû mettre plus de vitesse? Est-ce que j'aurais dû mettre plus de lactique pour que justement ça lui permette de passer ce petit cap qui fait qu'il peut nager encore plus vite? Ou Mm. alors d'attendre plus tard et de se concentrer plus sur l'aérobie pour qu'il ait une base ultra solide, pour que quand il devienne plus grand, il a suffisamment de coffre, entre guillemets, et on peut aller taper sur d'autres dominantes. Mm. Oui, oui, complètement. Après, quand maintenant en natation, entre les séries, les demi, les finales, etc., tout voilà, qu'il faut quand même répéter.
les distances. Donc après, il faut quand même bien récupérer entre les efforts. Et pour ça, si on veut bien récupérer, il faut quand même avoir une bonne capacité aérobie. Donc quelque part. Mais oui, attention que ça soit pas au détriment finalement de l'anaérobie qui est aussi nécessaire dans la vitesse. Hein. Donc il faut trouver un compromis dans tout ça. Mais après, Parce qu'il y a un peu de tout, en fait. Il y a l'école australienne, il y a l'école japonaise, il y a les Américains, il y a les Néerlandais. Enfin, moi, je sais que j'avais été aux Pays-Bas, justement, pour observer un peu ce qu'ils faisaient. mhm. Et ils fonctionnaient avec les chercheurs belges Olbrecht. Je ne sais pas si tu en Ouais, as ouais, entendu parler. ouais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai un peu compris que le côté très pointilleux de l'analyse des lactates Mhm. permettrait de gérer et de réguler toute la saison sur eh ben, tant de capacité à aérobie, tant de capacité à anaérobie, et puis on joue sur aérobie faible, aérobie moyenne, aérobie un peu plus élevée qui tend presque vers de la puissance. Ouais. Et ça permettait justement de se dire le volume, on peut l'adapter grâce à ça. Parce que c'est vrai que quand on fonctionne sans les lactates, juste à partir des connaissances qu'on apprend en STAPS, c'était quand même assez galère. Ouais, mais le lactate, c'est piège parce que quelque part, le lactate, certes, c'est un indicateur du fonctionnement de la glycolyse, hein, mais ce qui compte aussi, c'est le pH hein, et la capacité du muscle à tamponner les protons, les OH+. Hmm. Et c'est vrai qu'un nageur qui veut être performant sur du 200, par exemple, hein, il lui faut une bonne capacité à tolérer l'acidose et à neutraliser les protons. Donc, quelque part, le lactate, c'est vrai que ça peut être un bon indicateur, mais si le lactate est élevé, en quelque sorte, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que le muscle ou la glycolyse a continué à fonctionner et que les protons ont été neutralisés par le système tampon. Donc, je dirais que quand on veut préparer un nageur sur du 200, par exemple, il faut quand même il faut qu'il ait une bonne capacité à tamponner. Et ça passe forcément par du lactique. Mais il ne faut pas non plus trop en faire au détriment voilà, peut-être de la fatigue. Hein. Donc il faut bien gérer à la fois l'aérobie qui va permettre de mieux éliminer ces protons et quelque part de développer la capacité anaérobie qui est nécessaire voilà, pour maintenir l'effort intense sur une durée telle que le 200 mètres. Distance 200 mètres. Ouais, bah, tu parles pile de la distance où je trouve que c'est presque le plus dur à trouver le juste milieu parce qu'il te faut un mec qui soit rapide, il te faut un mec qui ait une capacité à encaisser quand même pas mal de volume Ouais. et il faut jongler sur les deux. Ouais. Bah, c'est comme le 800 sur piste hein, en athlète. Donc on est sur Oui, c'est les mêmes durées. Oui, bah, de toute même façon, c'est les mêmes durée, donc durées. quelque part voilà et on est entre les deux. Ouais. Bah, justement, je rebondis là-dessus. Je sais qu'en parlant avec les entraîneurs néerlandais et même avec les Olbrecht, Peter Van den Hoogenband, Ouais. entre justement les Jeux Olympiques de 2000 jusqu'à 2008, bah, son entraîneur, Jacko Verheyen, était justement capable de vachement bien gérer toutes les données physiologiques, à Mhm. tel point que le gars, entre 2000 et 2008, il avait quasiment le même niveau sur un 100 mètres. D'accord. Ouais. Ouais, il avait trouvé le juste milieu. Ouais, le juste milieu en fonction de l'avancée physiologique du gars, qui était déjà adulte, hein, mais qui a été capable de nager 48 bas à moins pendant 8 ans, et le 200 nage libre, être capable de nager entre une 44 et une 45, quoi. Sur une Mhm. régularité de 8 ans, c'est super fort, quoi. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, complètement. Hein. Donc, je me dis, à l'échelle des plus jeunes, est-ce que le lactique, on a vraiment l'obligation d'en faire et en plus, comment en faire en fonction de ce qu'on de ce qu'on en a compris, parce que des fois, c'est pas évident de comprendre la physiologie pour la mettre en pratique. Ouais. Ben, le lactique, hein, bon, il faut en faire, il faut l'introduire chez le jeune. Enfin, ça me paraît évident parce qu'à un moment, il faut qu'il comprenne voilà, ce qu'est un effort de type lactique. Hein, donc, bon, s'il n'est pas passé par là, c'est difficile. Parce que la tolérance aussi à la douleur aussi, bah, il faut aussi qu'il l'acquiert. Donc, à un moment donné, bon, voilà, il faut augmenter les intensités, voilà, pour aussi faire progresser les jeunes. Hein.
Maintenant, il ne faut pas que ça soit non plus au détriment voilà, de son développement à long terme, hein. Donc, il faut y aller progressivement et pas monter comme ça en charge trop rapidement. Mais pour moi, voilà, encore une fois, l'aérobie, c'est déterminant. Ça, c'est déterminant. Il y a une manière aussi de faire l'aérobie. Du travail continu, ça peut être très monotone et puis ça peut voilà, désengager le jeune dans son effort. Il faut aussi à la fois privilégier l'intermittent parce que l'intermittent, voilà, c'est plus psychologiquement, voilà, on l'accepte mieux. En tout cas, c'est plus tolérable. Euh, Et après, l'intermittent, c'est une manière aussi voilà, de jouer sur du mixte et progressivement voilà, augmenter les allures, les intensités, tout en essayant de développer à la fois l'aérobie et l'anaérobie, quoi. Mais l'intermittent, il faut une bonne base aérobie, une bonne capacité aérobie derrière, quoi. Parce que bon, l'intermittent, on sait, c'est plus sur de la puissance qu'on va jouer, hein, puisque les intensités sont plus importantes. Donc, mais Hum. avant tout, il faut une bonne capacité aérobie. Mais progressivement, quand on introduit l'intermittent, on va progressivement vers de l'anaérobie et vers de l'intensité élevée, quoi. Donc, il faut y aller de façon progressive. Ouais, là-dessus, je te rejoins. C'est un peu fonction que je fonctionne aussi. De toute façon, bah, j'ai pile la tranche d'âge dont tu parles, hein. J'ai des 12-14 ans. Donc, Hmm. dans la gestion des séances, bah, entre 4 et 6, bah, il y a beaucoup d'aéro. Aéro basse, aéro avec des intensités un peu plus élevées, mais ça reste modéré. Hmm. L'intérêt des jambes, enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose que je peux te demander, mais c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Est-ce que je dois beaucoup en faire ou pas? Est-ce que c'est uniquement du travail aéro, un aéro? Parce que travailler les jambes par rapport à juste que les bras, c'est pas du tout la même chose. Savoir comment ça impacte justement au niveau fatigue dans une séance. Mhm. Bah, ouais, alors bah, les jambes, c'est équilibratrice déjà. Elles sont équilibratrices dans la nage. Donc déjà, on revient un petit peu sur tout ce qui est coordination et habileté. Donc ça, c'est la première chose. Après, euh, c'est quand même important de les travailler puisque la propulsion, elle est en bonne partie aussi faite par la propulsion des jambes. Donc il faut, euh, après, Euh, c'est, en fait, c'est quoi qui te dérange dans le travail des jambes? C'est que Bah, on peut pas faire beaucoup de volume parce que ça prend beaucoup de temps. Et c'est surtout, est-ce qu'on est obligé d'en faire beaucoup à leur âge pour que ça nous permette d'avoir des répercussions assez rapides? Parce qu'on se rend compte quand même que, même si c'est une donnée factuelle au bout de 10 ans de pratique, mais un nageur qui est bon en jambes, c'est un nageur qui peut être bon. oui, oui. Tu vois plus souvent des nageurs bons en jambes, bons nageurs, que des mauvais nageurs en jambes, bons nageurs tout court. Ouais. Après, ça dépend peut-être de la distance aussi, parce que quand tu es sur du 1500, voilà, tu es plus sur les jambes sont moins importantes, de toute Bien façon, sûr. dans cette distance-là, puisque les deux, c'est du deux temps, me semble-t-il, hein, c'est du battement en deux temps par cycle de bras, je crois. Donc, Oui, oui, c'est relativement faible, voire même c'est très très voilà, intermittent même, c'est hein. du Ouais. tac-tac par cycle, ouais, par cycle de bras. Donc, quelque part, là, les jambes sont beaucoup plus équilibratrices que propulsives. Donc, si on est sur des nageurs de demi-fond, sur du 800, 1500 ou des nages, voilà, des épreuves en eau libre de type, voilà, de 5, 10, 25 bornes, bon, là, quelque part, les jambes sont pas très utiles dans ce type de travail. Maintenant, si c'est des épreuves plutôt voilà, de sprint, courte distance, là, par contre, je pense que le travail des jambes est assez important dans ce type, surtout sur des poussées de plot, sur des virages, sur des reprises de nage. Alors, je pense que le travail sur les jambes dans ce type d'épreuve, ces épreuves courtes, rapides, quoi, le travail de jambes est primordial, me semble-t-il. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place, et c'est vrai que j'ai été bloqué cette année. Bon, c'est un exemple, hein, de cette année, mais j'avais une nageuse qui faisait vraiment du demi-fond, elle voulait vraiment faire du demi-fond, et elle Mm. était vraiment mauvaise en jambes, à tel point que c'était rédhibitoire pour être capable de casser le rythme et passer à une vitesse au-dessus. C'est-à-dire qu'elle n'est pas coordonnée bras-jambes. Elle Ouais. sait tourner les bras vite, elle sait tourner les bras doucement, mais les jambes, il n'y a pas d'influence en fait, que les bras tournent doucement ou tournent vite. Donc Mm. on revient sur
capacité motrice, être coordonné. Ouais. Et après, Mais ça part déjà des jambes. sur du Elle sprint, elle sait pas faire fonctionner ses jambes. ouais, mais sur du sprint, il me semble que c'est du 6 temps. Le 6 temps, Ouais, ça peut même aller plus haut si les mecs ou les nanas sont vraiment rapide, ouais. Ouais. très rapides au niveau de la vélocité des chevilles. Ouais. Mais je dirais que de toute façon, après, tout passe par après, c'est le transfert que tu peux avoir entre les jambes et les bras, la synchronisation bras-jambes, de toute façon, qui va permettre d'être efficace ou pas dans la nage, quoi. Mais on revient toujours sur ces fameuses habiletés, finalement, de synchronisation, de coordination. Et Ouais, voilà, c'est ça. le travail à ce niveau-là est primordial chez les jeunes. Est-ce que C'est c'est un juste allumer travail, la lumière. Oui, est-ce pardon. que c'est un travail qu'on doit faire finalement continuellement? Le Quelque travail, Delphine, tu dis par rapport à… travail de coordination, le travail des habiletés, euh, Oui, des différentes habiletés sportives, finalement, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire juste quand ils sont petits, c'est quelque chose qu'on doit continuer à développer en même temps que le développement de l'enfant, puisque pour que le jeune puisse constamment s'adapter à sa croissance et à sa maturation, si je comprends. oui, c'est un travail constant. En fait, le travail des habiletés motrices, c'est un travail permanent. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, au départ, voilà, les plus jeunes, voilà, sont pas ont des habiletés qui sont faibles, hein, sont pas en moteur. Et après, ce qui se passe au moment du pic de croissance rapide de l'enfant, donc à 12 ans chez la fille, à 14 ans chez le garçon, le corps se transforme. C'est-à-dire qu'un enfant, il va grandir par les pieds, ensuite par les membres inférieurs, ensuite par le tronc. Euh, donc, en fait, avant le pic de croissance rapide de la taille, il y a un pic de croissance rapide des membres inférieurs. Et après le pic de croissance rapide de la taille, il y a un pic de croissance rapide du tronc. C'est-à-dire il y a un schéma corporel qui est complètement modifié, transformé, et ça se répercute forcément sur le schéma corporel du jeune. Donc, c'est la coordination voilà, qui sont trop réduites. Donc, des fois, il y a des jeunes vous avez beau entraîner des jeunes, et ils se transforment à ce moment-là, et là, ça peut être contre-productif parce que voilà, les repères spatio-temporels sont modifiés, et donc le jeune, en fait, son corps se transforme, il ne se retrouve plus, quoi. Il est complètement perturbé par cette transformation-là. Donc, il faut remettre l'accent sur le développement de la coordination intermusculaire, l'adresse, l'agilité, l'équilibre, que tout ça s'est modifié autour des 12 ans chez la fille et des 14 ans chez le garçon. Voilà. Et de toute manière, le rendement mécanique de la machine humaine, il est pas élevé, hein. C'est 20-25%, pas plus, hein. C'est-à-dire que toute l'énergie qui est produite par l'organisme, hein, par les voies métaboliques, il faut savoir qu'il n'y en a que 25% de cette énergie-là qui va être utilisée à des fins utiles, à des fins mécaniques, et le reste, ça part en chaleur. C'est comme une voiture, vous y mettez de l'essence dans le réservoir, il y a un quart un quart du réservoir qui va faire tourner le moteur et les trois quarts qui vont se transformer en chaleur. Ben, c'est pareil pour nous, hein. Et c'est pire pour le jeune. Donc il faut optimiser le rendement et ça va permettre de réduire le coût énergétique et d'être plus performant, voilà, sur des épreuves d'endurance, par exemple, hein. On sait que le coût énergétique, c'est un déterminant de la performance aérobie parce que quelqu'un qui est mal coordonné, qui a des mauvais appuis, euh, c'est quelqu'un qui va, voilà, techniquement, qui va pas être bon. Et voilà, et en tout cas, c'est le résultat qui va pas être bon. Mais en tout cas, ouais, par rapport à ta question, Delphine, ouais, moi, je pense que c'est vraiment très, très important de travailler ça en permanence. Voilà. Il faut faire des piqûres de rappel tout le temps, tout le temps, tout le temps voilà, pour optimiser la perte. Je me permets de poser la question de Jonathan à l'écrit, qui dit à âge chronologique égal, à quel point peut-on estimer la différence de développement, le développement pardon, des habiletés motrices fines à cause de la différence de maturation? Pour une pratique hors contexte de compétition et pour une prise en charge tôt, entre parenthèses avant 6 ans, est-ce que les différentes vitesses de croissance peuvent impacter la hiérarchie du développement des habiletés motrices? Ouais, donc il y a plusieurs questions. On reprend la première, c'est à âge chronologique égal, à quel point peut-on estimer la différence de développement des habiletés motrices fines à cause de la différence de maturation?
Ouais, alors là, après, à l'âge chronologique égal, on va dire deux enfants qui ont la même date de naissance, exactement le même âge. Après, la maturation ouais, peut être différente, hein. Elle peut être identique, mais elle peut être différente. Mais à quel pense point? que, Ouais. je pense que sa question, c'est de savoir en fait comment est-ce qu'on mesure la différence. C'est bien ça? Ben Euh, après, la différence, elle passe par des tests, hein, des tests de motricité, spécifiques à la discipline ou pas. Mais en tout cas, il faut évaluer ou estimer la maturation du jeune et en même temps mettre en place des évaluations de cette motricité voilà, en utilisant des tests spécifiques ou pas par rapport à la discipline pratiquée. Et à partir de là, ben, on va voir quelle est la différence de motricité entre des jeunes qui peuvent avoir le même âge chronologique, mais une maturation différente, hein. Voilà. je sais pas si ça a répondu à ta première question. Ouais. Deuxième question, pour une pratique hors contexte de compétition et pour une prise en charge tôt, entre parenthèses avant 6 ans, est-ce que les différentes vitesses de croissance peuvent impacter la hiérarchie du développement des habiletés motrices? En gros, est-ce que ça peut perturber très significativement l'acquisition de la motricité fine ou complexe avec une composante de réaction? Alors, si je comprends bien la question, en fait, ce qui se passe avant 6 ans, est-ce que c'est déterminant dans le développement après 6 ans, c'est ça? Il est en train de préciser, je pense, à l'écrit. Ben ouais, non, mais avant 6 ans, oui, bah, de toute façon, vous prenez, on parlait de petite enfance tout à l'heure, voilà, entre un petit qui apprend à marcher, si on le laisse évoluer en faisant du quatre pattes et en se redressant naturellement, voilà, sans aide matérielle, il y a de grandes chances finalement que sa motricité va se développer plus efficacement, plus facilement et que ça ait un impact sur voilà, le développement moteur futur. Donc en fait, ce qui se passe petit, vraiment petit, ça peut être déterminant pour la suite. Comme dirait Fred Wallen, le haut niveau se prépare dès la crèche, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que ouais, des fois, il faut. En fait, au lieu d'enfermer les petits dans des parcs, voilà, bah, il faut les laisser évoluer à quatre pattes et puis essayer de se redresser naturellement le plus tôt possible. Alors après, il y a des jeunes qui vont qui vont se mettre sur deux pieds, voilà, au bout de, je sais pas, 9 mois, 10 mois, d'autres qui vont attendre les 15 mois, 16 mois. Mais il n'y a pas de règle en fait, hein. C'est pas parce que celui qui se met voilà, sur deux pieds à 9 mois, bah, ça sera le plus performant plus tard, hein. Mais je pense qu'il faut quand même ne pas brider les jeunes, il faut les laisser évoluer naturellement. Si on les Ok. laisse évoluer naturellement, qu'on les bride pas quelque part, je pense on leur rend service dans leur motricité future. Enfin, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Ouais, c'est bon pour toi, Jeanne? Ok. Delphine, tu avais Euh, une question? euh, je me... je reprends, j'essaie de retrouver où c'était. On parlait justement de travailler les qualités physiques de l'enfant en fonction de son développement. Est-ce que, tu pourrais, est-ce que c'est possible à chaque tranche d'âge d'avoir un type de travail à privilégier, par exemple, ou Ouais. pas? Est-ce qu'il est préférable de travailler, ou peut-être un ordre, travailler d'abord la coordination avant l'équilibre, ou alors, euh, ou alors tout peut se faire en même temps? Est-ce qu'il y a des âges particuliers où ce sera plus facile en fonction de leur croissance de travailler tel ou tel aspect? Est-ce que finalement c'est pas pertinent? En fait, ouais. Ben, en fait, il y a ce qu'on appelle un DLTA. Le DLTA, c'est le développement de l'athlète à long terme. Mais ça, c'est les Canadiens qui ont mis ça en place. Et en tout cas, cette planification, voilà, du travail des qualités en fonction du développement de l'enfant, en fait, ils sont basés sur le développement de l'enfant. Moi, je suis pas un partisan de ça. Je pense qu'il faut plutôt se baser sur ce que l'on devrait entraîner
à tel moment en fonction du développement de l'enfant. Non pas se baser sur le développement de l'enfant, mais se baser sur l'entraînabilité ou l'entraînement des qualités à travailler à tel moment dans le développement de l'enfant. Et pour faire un bilan, je pense que il est important de développer toujours les habiletés motrices et les capacités perceptivo-cognitives, que ce soit avant, pendant ou après le pic de croissance rapide. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait constamment travailler. Ensuite, si on regarde la force, par exemple, ben la force, qui est une des qualités physiques, la force, on devrait la travailler très tôt. C'est-à-dire aussi développer la force dès l'âge de 6-7 ans. Alors, pas en amenant les jeunes dans des salles de musculation, c'est pas ça l'objet, mais en tout cas en proposant des séances de renforcement avec des charges modérées, avec du petit matériel. Donc ça peut être des medicine balls, des élastiques, des haltères, utiliser le propre poids du corps de l'enfant avec des pompes, des tractions, des choses comme ça. Et développer la force, on devrait le faire très tôt. Et ne pas attendre finalement les 16 ans. Parce que quand on écoute un petit peu les médias ou même certains entraîneurs, ils disent non, mais le renforcement musculaire, il faut attendre les 16 ans. Parce qu'on croit toujours que faire de la musculation, entre guillemets, ça va altérer la croissance du jeune, etc. La force, c'est important parce que c'est quand même une qualité essentielle dans toutes les, voilà, dans dans toutes les activités que l'on peut pratiquer, que les jeunes peuvent pratiquer. Et ce qui est important aussi, c'est l'équilibre des forces autour des articulations. C'est-à-dire qu'il faut vraiment contrôler s'il n'y a pas un déséquilibre de force entre les muscles agonistes, c'est-à-dire les muscles effecteurs du mouvement, et les muscles antagonistes, les muscles freinateurs du mouvement. Donc, un jeune, quand il grandit, il y a souvent des déséquilibres de force entre les agonistes et les antagonistes. Et le but finalement du renforcement, c'est de faire du rééquilibrage entre agonistes et antagonistes pour éviter les blessures articulaires notamment. Donc la force, en fait, il faut l'introduire très tôt, mais il faut l'introduire avec, voilà, avec des faibles charges et puis d'une manière sous forme de circuit. Bon, après en gym, hein, vous avez, voilà, vous avez ce qu'il faut dans cette discipline pour développer la force à partir de la coordination, de l'équilibre. Donc la force, moi, je l'introduirai assez tôt finalement. Mais dans le souci, voilà, d'éviter les blessures et de préserver, voilà, l'organisme de toute blessure. Après l'endurance, tout ce qui est aérobie, ben, je disais tout à l'heure que le potentiel aérobie, voilà, il était très élevé chez les enfants prépubères, avant les 12 ans chez la fille, à 14 ans chez les garçons. Et au moment de la puberté, des 12 ans et des 14 ans, il faut maintenir ce potentiel aérobie. Donc, il faut essayer de développer l'endurance en préservant ce potentiel aérobie qui a tendance à baisser au moment de la puberté. Et puis, par rapport à l'endurance, il faut aussi essayer d'augmenter le rendement mécanique et de réduire le coût énergétique. Donc, pour moi, le potentiel aérobie, en fait, il faut essayer de l'entretenir au moment de la puberté et puis après la puberté. Voilà, cette endurance, il faut essayer de la maintenir en préservant ce potentiel aérobie. Après, la souplesse, quelque part, un enfant, il est souple naturellement avant sa puberté parce qu'il a une masse musculaire qui est faible, donc il a très peu de raideur. Il a un système qui est très compliant. Mais par contre, au moment, quand il va prendre le jeune, quand il va prendre de la masse, ben le muscle va être beaucoup plus raide, beaucoup moins de compliance. Et à ce moment-là, il va falloir essayer de préserver la souplesse. Donc, la souplesse, pour moi, il faut essayer de l'introduire essentiellement au moment de la puberté et puis après. Alors, je dis pas que la souplesse, faut pas la faire avant la puberté, parce que la souplesse, les étirements, les assouplissements, il faut quand même montrer aux jeunes comment s'étirer, mais c'est plus éducatif. Et au moment de la puberté, lors de la prise de masse, c'est plus physiologique. Il faut essayer, voilà, de préserver cette souplesse en raison de cette prise de masse, donc pendant et après la puberté. Et après la vitesse, c'est quelque chose qui se travaille constamment, de toute façon, avant, pendant, après la puberté. Mais la vitesse, c'est quelque chose de complexe parce que ça relève là de dimensions nerveuses, tendineuses, musculaires, etc. Mais en tout cas,
La vitesse, on peut la travailler constamment avant, pendant et après le pic pubertaire. Voilà. Donc voilà, moi je vois comment je vois un petit peu la structuration de ces qualités en fonction du développement de l'enfant. Mais je me base pas sur le développement, je me base notamment sur la nécessité d'entraîner les qualités en fonction du développement de l'enfant. Ok, merci beaucoup. Hmm. Il y a une autre question. On vous écoute. Moi, après, ça, c'est pas exactement ce sujet-là, mais Tu peux changer de sujet, il n'y a aucun problème, hein. je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit dans le podcast. Ouais. Tu disais que la motivation du jeune était intrinsèque, puis ensuite elle devient extrinsèque, si j'ai bien compris. Mhm. J'aurais bien voulu revenir sur ce sujet-là de la motivation du jeune et comment, en gymnastique, on a beaucoup ce problème, c'est-à-dire que c'est un sport qu'on commence très tôt et qui est très exigeant. Et en plus, vu qu'il n'est pas mené sous ces aspects-là, en général, il y a une période autour de 12, 13, 14 ans où les filles, ça devient trop dur, elles se font mal, elles sont trop fatiguées, voilà, c'est trop compliqué. Et en fait, souvent, elles arrêtent. Et Mhm. on se trouve dans les clubs à avoir une ou deux jeunes qui vraiment réussit à continuer et qui va jusqu'à ses 17-18 ans, mais qui est seule à s'entraîner, donc pour qui c'est très difficile moralement, et sinon des enfants. Et en fait, on se rend compte que, on perd à un moment donné les jeunes. Euh, et quand je t'ai entendu parler du coup de cette motivation intrinsèque puis extrinsèque, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah, mais il y a un truc certainement à ce niveau-là et il se passe quelque chose effectivement entre 12 et 15 ans qui fait que on perd nos jeunes. Comment on peut accompagner euh, ces jeunes-là, en fait, qui simplement grandissent et du coup ont plus de mal avec leur corps, comment on peut les accompagner pour que gardent la motivation de continuer leur sport finalement? Comment on peut les préserver? Comment on peut adapter le travail pour pouvoir les mener à leur meilleur potentiel? Mhm. Alors, moi, je suis pas un spécialiste de la psychologie, mais en tout cas, je pense que c'est pas un passage de l'intrinsèque à l'extrinsèque. C'est Mhm. plutôt favoriser la motivation intrinsèque, c'est-à-dire une motivation qui soit tournée sur soi-même. Et après, aller progressivement vers de l'extrinsèque, c'est-à-dire, voilà, à la fois intrinsèque, extrinsèque, de toute façon, parce que il faut toujours que n'importe quel sportif, hein, je pense que si on fait du sport pour systématiquement battre l'autre, je suis pas sûr que ce soit la meilleure démarche et la meilleure approche, en fait. Donc, chez un jeune, en fait, si on veut vraiment le motiver, dans un premier temps, il faut qu'il vienne de manière à ce qu'il prenne plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'engagement, il y a forcément abandon à un moment donné. Donc, un jeune, il doit venir à l'entraînement avec voilà, avec l'idée il va s'amuser, il va se faire plaisir, il va être dans un groupe, euh, mais en tout cas, il va pas viser la performance, quoi. Et la performance euh, par rapport aux autres, en fait. C'est pour ça que pour moi, la motivation intrinsèque, tournée sur soi-même, elle est majeure, elle est déterminante si on veut vraiment garder les jeunes à l'entraînement. Et après, au fur et à mesure, forcément, le jeune, il va rentrer dans la compétition parce qu'il va devoir se confronter à autrui. Et là, on va progressivement passer vers une motivation extrinsèque, mais essayer de garder aussi cette motivation intrinsèque, puisqu'elle est quand même déterminante dans l'engagement du jeune dans son activité. Voilà. Et après, la relation entre l'entraîneur et l'entraîné, elle est fondamentale dans un premier temps. Euh, voilà. Le contenu de l'entraînement, il est fondamental aussi. Donc, il faut pas être trop gourmand trop tôt. Ouais. Et il faut voilà, favoriser le jeu, le plaisir, diversifier aussi. On revient sur la même chose, hein,
approche multivariée, multisportive, diversifiée. Il n'y a que comme ça qu'on pourra en fidéliser et engager les jeunes dans une pratique longue. Et après, au fur et à mesure, quand le jeune il va être autour de son adolescence, comme ça, où la performance va être importante, ben, il va falloir forcément se confronter à autrui et rivaliser. Et là, forcément, on va être sur de l'extrinsèque. Je Ouais. peux me permettre juste de rebondir dessus. Dans le judo, on a un peu le même problème, c'est-à-dire que autour des 13 ans, on a en gros les jeunes qui passent de leur groupe d'entraînement enfant au groupe d'entraînement adulte. Et le problème qu'il y a, c'est que en judo, il y a la méthode française d'enseignement qui favorise justement plein de situations pédagogiques chez le jeune, etc., qu'on ne retrouve plus du tout chez l'adulte. Le problème qu'on a, nous, c'est de dire, bah, en fait, les enfants ont joué, entre guillemets, au judo pendant 10 ans de leur vie, et du jour au lendemain, on leur dit non, en fait, c'est plus un jeu, c'est du combat. Mhm. Et ce passage, justement, pas dire la perte de la pédagogie quand on passe à l'âge adulte, mais la perte du ludique, en tout cas, fait qu'on perd énormément de monde. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit rajouter du ludique chez les adultes ou on doit l'enlever progressivement chez les enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent, quitte à en perdre quelques-uns en route, mais peut-être moins que quand ils se prennent entre guillemets, une claque en passant sur les groupes ados adultes. Mhm. Bah, de toute façon, le plaisir, c'est le moteur, hein, je pense. Mm. Si on n'a plus de plaisir, on n'a plus de, voilà, on n'a plus de bonnes émotions, etc. À mon avis, c'est bon. De toute façon, c'est les contre-pères derrière, donc après, on perd l'athlète, hein, on perd le. Donc quelque part, moi, je pense qu'il faut mettre en place des situations pédagogiques qui favorisent le plaisir, l'envie, mais après, ça passe aussi par l'amélioration, le progrès, hein. S'il n'y a pas de progrès, le jeune, il peut vite baisser les bras et abandonner, hein. Un jeune, s'il est en échec en permanence, bon, il faut quand même s'interroger. Mais il faut expliquer les échecs aussi. Ça fait partie de l'apprentissage et du parcours. Mm. Mais ça passe par la discussion, ça passe par des explications, ça passe par de l'analyse. Pourquoi le jeune il est en échec à tel moment, pourquoi ça fonctionne pas. Le jeune, il va venir s'entraîner 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois par semaine, même plus des fois, et il n'y a pas de progrès. Et là, c'est là où c'est dangereux, quelque part. Donc, Ouais. je pense que s'il y a un échec permanent, voilà, il faut s'interroger. Est-ce que l'entraîneur est dans le vrai? Est-ce que, voilà, euh, l'entraînement est bien réalisé? Mais en tout cas, ça passe par des explications et le moindre progrès quand même est essentiel. Donc il faut que ça passe par du progrès si on veut fidéliser nos jeunes dans l'entraînement. Ok. Est-ce que c'est pertinent d'envoyer des enfants de 6 ans en compétition? 6-7 ans. Moi, non. C'est trop tôt, 6 ans. Voilà. Compétition signifie perf. Et si on est dans la perf très tôt, on est dans l'échec. Il faut absolument avoir une vision sur du long terme, en quelque sorte. Il ne faut pas être pressé. Celui qui est pressé, il fait fausse route. Voilà. Celui qui veut des résultats très tôt, il fait fausse route avec les jeunes. Donc, il faut que le jeune, il aille naturellement à l'entraînement avec le sourire et la banane, quoi. Et si encore une fois, c'est une motivation extrinsèque, orientée sur la perf, et voilà, si l'entraîneur met la pression trop tôt, euh, on sait très bien le résultat. On sait très bien que ça n'ira pas très loin. Donc, encore une fois, il faut diversifier, il faut favoriser le plaisir, le jeu. Euh, Si ça passe pas par là, c'est pas bon du tout. Ça a le mérite d'être clair. Ah ouais. Perso, je suis entièrement d'accord avec toi sur ça. Hmm. Je vois trop d'exemples d'entraîneurs qui poussent les jeunes à la compète en judo très, très, très vite, beaucoup trop tôt. Et c'est des jeunes, au mieux, tu les retrouves en cadet sur des niveaux nationaux et derrière, tu les vois plus du tout. Alors que des jeunes qui arrivent à commencer la compétition vers 13 ans, 14 ans, et en fait commencent à prendre goût parce qu'ils ont déjà un certain nombre d'années de pratique.
bah, tu as plus de chances de les revoir en senior faire des perfs, quoi. Mhm. Ouais, puis après, les jeunes, ils s'entraînent. Et aussi, on sait que l'entraînement, ça passe par des phases de stagnation, des phases de progrès. Donc, il faut expliquer. Je pense que pour nous, ça peut paraître évident quand on entraîne, quand on est formé, quand on est passé par des formations euh, en STAPS, etc., ou autre. Mais un jeune, lui, il connaît pas tout ça. Donc, il va s'entraîner et il va pas progresser. Mais il faut lui expliquer que c'est des choses qui se font sur du long terme et que voilà, les choses vont pas venir comme ça du jour au lendemain. Euh, donc, en fait, encore une fois, ça passe par la discussion, hein. Euh, Quelqu'un d'autre a une question? Euh, Bah, par rapport à ça, nous, en gymnastique, on envoie les petites en compétition. En fait, le choix de la compétition ne se fait pas par rapport à la compétition, elle se fait parce que soit c'est les parents, il y a un entraînement dans la semaine, soit il y en a trois, et en fait, les parents, eux, ils veulent juste que leur enfant fasse du sport. Donc, du coup, c'est automatique. Les enfants sont en compétition, sont engagés en compétition, mais elles ont 6 ans, et en fait, dès le début de l'année, on leur parle d'une compétition qui va arriver dans 6 mois. Et en fait, tout est orienté autour de ça. Et comment nous, dans les structures, en étant conscient que c'est pas une bonne manière de faire pour les plus jeunes, et perso, je l'ai dit, j'en ai parlé, j'ai dit que j'avais pas envie de travailler comme ça de mon côté, mais comment faire pour... qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des clubs pour changer les mentalités qui sont basées sur il faut des résultats parce que du coup, c'est des subventions, c'est de l'argent, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, notre génération, pour changer ces choses-là? Faut changer les fédés. Ouais. Après, je pense que c'est peut-être en interne, il faut faire des compétitions en interne, mais il faut quand même dédramatiser la compétition. En fait, c'est aborder la compétition sous la forme de jeu, par exemple, mais voilà, il faut dédramatiser l'événement. En fait, c'est pas une compétition en tant que telle, quoi. Et après, je pense qu'il faut après progressivement, voilà, conduire les jeunes vers des vraies compétitions. Mais le danger, en fait, c'est les normes que l'on impose dans les compétitions. Parce que pour arriver à haute performance, voilà, il y a des normes qui sont imposées par le haut niveau et qui sont là, qui après qui se déclinent euh, en dessous, quoi, par des normes, des temps à atteindre, des perfs voilà, à réaliser. Et ça, c'est au danger, ça, c'est vraiment dangereux, quelque sorte, parce que des fois, le jeune, il n'est pas assez mature à la fois psychologiquement, même physiquement, et on lui demande des choses dont il n'est même pas capable de faire parce qu'il n'est pas encore mature pour y arriver. Donc c'est là où le vrai danger, c'est qu'on se base sur des normes. Et tant qu'on se basera sur des normes, ça sera au détriment du jeune, forcément. Parce que, alors, il y a des jeunes qui vont répondre parce qu'ils auront une maturation plus précoce, quelque sorte. Ils vont pouvoir répondre peut-être à certaines normes. Mais il y a des jeunes qui vont maturer beaucoup plus tardivement et qui sont incapables finalement de répondre aux exigences qu'on leur demande. Donc, c'est ça le danger, en fait. Et tant qu'on raisonnera de cette manière-là, ça sera au détriment du jeune, parce qu'on ne respecte pas son développement, à la fois physique et psychologique. Mais je pense qu'il faut dédramatiser la compétition. C'est pas un objectif. On peut organiser en interne dans le club, voilà, des pseudo-compétitions, mais c'est pas des vraies compétitions telles qu'on les entend. Ouais. Pareil, je me permets de rebondir parce que la Fédé de judo a beaucoup de retard sur certaines choses, mais d'avance sur d'autres. Chez les jeunes, avant l'âge de, je ne veux pas te dire de bêtises, mais avant les poussins, je crois que c'est 11 ans ou quelque chose comme ça, on ne parle pas de compétition, mais d'animation. Une des règles de ces animations-là, c'est que tout le monde reparte avec une médaille. C'est-à-dire que même si tu as perdu tous tes combats, tu es là-dessus. Et on forme les arbitres à être très pédagogues. C'est-à-dire que les jeunes, tu vas leur expliquer la règle. Quand tu mets par exemple une pénalité parce qu'il a fait une faute, tu lui expliques, tu lui demandes s'il a compris, etc. Et tu es vraiment euh, dans le partage des jeunes. C'est-à-dire que tu as gagné, tu apprends les règles, tu apprends à saluer, à respecter, que
Si tu as perdu, c'est pas grave. Et en fait, quand tu es arbitre de ces animations-là, bah, tu es vraiment éducateur parce que tu leur apprends que bah, la défaite, c'est pas grave, il y a des choses à apprendre. Et il y a tout un système qui s'est mis en place autour de ces animations qui sont assez intéressantes. Le seul problème qu'il y a, et ça, je pense qu'on ne pourra jamais le gérer, c'est les parents. Parce que les parents ne comprennent pas le mot animation. Et des fois, c'est le championnat du monde du gamin qui a 6 ans, quoi. Et ça mène à des situations un peu aberrantes, des fois, où tu discutes avec des parents un peu trop belliqueux. Mais la Fédé a amélioré ça depuis, je dirais que ça fait 7 8 ans au moins. Ouais, peut-être 10 ans maintenant. Et c'est juste génial pour les jeunes. Enfin, moi, je voyais ça sur les jeunes du club, vraiment très, très bien, quoi. Ouais. Johan, tu as une question ou Jonathan? Bah, je confirme ce que tu dis en fait, c'est-à-dire qu'en natation aussi, le format des compétitions pour les avenirs, à la même tranche d'âge, 10-11 ans, ils ont préféré appeler ça, entre guillemets, un challenge, pas un calendrier de compétition. Donc en fait, on appelle ça limite de l'animation, quoi. Alors même problème, hein, les parents sont là, à comparer les temps, les machins, les trucs, ça n'a ni queue ni tête. Moi, je me pose même la question de savoir si c'est cohérent et pertinent de laisser les parents voir même les animations. Bien ou pas bien, il y a débat là-dessus. Mais c'est sûr que il faut démystifier le mot compétition, comme tu disais ça, Sébastien, parce que ça fait peur. Ça fait peur aux gamins. Même certains parents qui sont pas issus du milieu du sport, ils ont peur de ce mot-là quand on leur parle de club, parce que leurs gamins, on les a détectés quand ils faisaient des cours ou des machins ou des trucs, et on leur propose le club, sauf que de suite, on dit club, compétition, exigence, trop de temps à passer, logistiquement impossible, etc., etc. Et on se retrouve avec des gamins qu'on peut pas prendre, ou alors avec des gamins à qui on n'a pas tout expliqué dès le départ et qui se retrouvent frustrés ou mal préparés ou mal orientés par les parents souvent, et on se retrouve dans des situations où nous, on peut pas combler ça, quoi. C'est impossible. Donc c'est sûr qu'après, pour développer tout ce qu'on vient de dire, ben, on rame. On rame parce qu'on a eu des bâtons dans les roues avant, quoi. Et souvent, c'est quand même les parents, quoi, malheureusement. Ouais, et puis quand on parlait tout à l'heure, lorsqu'un jeune, en fait, il se retrouve face à d'autres jeunes plus performants, hein, voilà, il est effrayé en quelque sorte de passer voilà, pour un moins que rien, et on l'a tous vu en fait, hein, dans des stades, etc., des petits qui attaquent et qui ont peur finalement de se retrouver vraiment en difficulté par rapport aux autres. Donc c'est un stress, une pression voilà, qui, euh, qui va pas qui est pas qui va pas dans le bon sens en fait, hein. Mais je pense qu'il faut aussi donner du sens aux jeunes, c'est-à-dire pourquoi ils sont là, pourquoi ils viennent. En fait, par moment, ils sont parachutés dans un club, ils ne savent pas pourquoi. Et quand on donne du sens, quand ils comprennent pourquoi ils sont là, à quoi ça va servir, ben, peut-être que c'est aussi un moyen de les fidéliser et de les garder dans le club, dans le groupe. Mais donc c'est pareil, ça passe aussi par de la discussion, par des échanges, et donner du sens. Quand on comprend pourquoi on fait ça, pourquoi on est là, je pense que c'est plus facile ensuite d'évoluer. Il y a Jonathan Voilà. qui rebondit, il dit, je rebondis là-dessus, dans certains clubs, on a développé des compétitions de motricité qui sont en réalité des tests déguisés. On a testé avec et sans parents. La différence était flagrante sur le comportement des enfants avant et durant la compétition et sur l'implication plus ou moins malsaine des parents. Je sais pas dans quel sport. C'est en wushu ou en gym que tu as testé ça? Les deux, ok. Mm. Alors, en langage des signes, ça fonctionne. Euh, je sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, moi, j'en ai une un peu plus systémique. J'aimerais avoir ton avis, Seb, parce que j'en ai discuté avec certains autres entraîneurs. Mais si on parle de performance, et là je parle de performance, est-ce que le modèle d'association sportive est toujours pertinent? Je m'explique. Est-ce qu'il vaut mieux pas faire des gros pôles d'entraînement qui réunissent différentes catégories d'âge? Donc c'est des structures peut-être un peu plus grosses qu'on peut voir aux États-Unis ou au Canada, où on va intégrer
plusieurs entraîneurs dans les mêmes groupes de jeunes, avec des groupes euh, plus hétéroclites et beaucoup plus nombreux, forcément avec toujours autant d'éducateurs par enfant, hein, mais qui permettent d'aller spécialiser et faciliter l'accès au sport à certaines personnes. C'est-à-dire que tu prends trois jeunes, enfin tu prends une association sportive classique, tu as 150 membres en moyenne, je crois, quelque chose comme ça en France. Donc tu vas voir sur le groupe 9-13 ans, ou 10-13 ans, 12-13 ans, on s'en fout, un groupe de 20. Donc toi, tu es seul éducateur. Dans ton groupe de 20, tu en as deux qui ont 4 ans d'avance sur leur âge chronologique. Tu en as deux qui ont 4 ans de moins. Enfin, tu vois, tu as un groupe qui est beaucoup trop divers. Mhm. Et donc, c'est très difficile à entraîner ces jeunes-là. Si on a des structures beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus grosses en termes de volume d'adhérents, on va pouvoir avoir peut-être 60-70 gamins sur cette même tranche d'âge-là. Est-ce que c'est pas plus pertinent finalement d'avoir des gros groupes avec un éducateur qui va prendre ceux qui sont en charge, euh, des jeunes qui sont en avance, d'autres qui sont en retard, etc., qui permettent de mieux adapter l'entraînement? Je sais pas si ma question elle est très claire, mais Bah, en fait, c'est compliqué en fait parce que soit en fait on retombe un petit peu sur les problèmes d'âge chronologique, d'âge biologique, d'âge relatif entre ceux qui sont ouais. nés en milieu d'année, fin d'année. Donc bon, de toute façon, on n'aura jamais les mêmes enfants. Dans un groupe, les enfants seront tous différents les uns des autres. De toute façon, ça c'est clair, on n'aura jamais les mêmes. Donc, quelque part, la logique voudrait qu'on individualise ce que l'on propose. Et donc, ça passe par éventuellement des tests. Et puis après, à partir des tests, voilà, on essaie voilà, de calibrer les allures, les intensités, et voilà, de façon à ce que chacun puisse travailler voilà, à ses Hmm. capacités. Donc, soit on passe par de l'individualisation. Euh, donc, en natation, par exemple, là, on a les tests de VMA. Donc, après, on essaie voilà, de calculer des vitesses de nage, des choses comme ça, éventuellement. Et on a des temps de départ. Bon, on essaie d'individualiser au mieux. Ou soit ça passe par du biobending, où là, en quelque sorte, on va essayer de constituer des groupes qui ont le même niveau de maturité, donc que l'on calcule par rapport à l'âge du pic de croissance rapide de la taille. Mais le biobending, voilà, c'est bien de le faire, mais après, il faut aussi, par moment, avoir l'effet underdog, c'est-à-dire avoir le décalage de façon à ce que ceux qui sont plus en difficulté en raison voilà, de capacités moindres, bah, ils puissent trouver des solutions de façon à pouvoir se mettre à niveau. Donc le décalage peut permettre aussi d'évoluer, de mieux progresser pour certains. Euh, Après, tu auras des séances d'entraînement où tu auras des grands, des petits. Moi, j'ai ma fille qui fait de la perche, par exemple, dans son groupe. Elle a trois adultes, elle a deux copines de son âge, etc. Donc, bon, après, c'est de la perche, hein, donc, mais en tout cas, il y a des groupes qui sont constitués avec des niveaux d'âge qui sont complètement différents, hein. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de modèle, en fait. Euh, Et les choses sont différentes les unes des autres en fonction des structures, des groupes d'entraînement, des disciplines. Mais ce qui compte, je pense, c'est de pouvoir quand même essayer d'individualiser les choses et de considérer finalement les jeunes en fonction de de leur aspiration du moment et aussi de leur capacité du moment, quoi. Et de planifier l'entraînement en fonction de tout ça, quoi. Voilà. Ok, Que de généraliser. Parce que généraliser, non, je pense que c'est pas bon du tout, quoi. ok, merci pour ta réponse. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Non? Du coup, je vous propose à la limite qu'on en reste là si c'est ok pour vous. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les écrire et je les ferai passer à Sébastien. Donc, voilà. Oui, Est-ce avec plaisir. que... Vas-y, vas-y, pardon. Non, avec plaisir, hein, si vous avez des questions à m'adresser, bah, soit vous me contactez directement par mail ou vous passez par Julien, voilà, qui me les fera passer, hein. Il y a pas de souci. Mais en tout cas, J'ai oui, j'ai oui, une oui. dernière question. J'ai une dernière Vas-y. question rapide.
À quel moment de la journée il est plus favorable pour un enfant de s'entraîner? Ça, c'est une bonne question. Alors, bonne question. Je n'ai pas forcément la réponse. Euh, c'est pas évident. Après, ouais, je sais pas s'il y a vraiment un moment optimal pour s'entraîner. Alors, Que euh, l'entraînement le soir est défavorable. ben après, c'est une question de. Après, le soir, c'est sûr que si le jeune s'entraîne tardivement et se couche très tard dans la soirée, ben, c'est au détriment de son sommeil. Mm. Et d'autant plus si la séance d'entraînement est très intensive et que, par exemple, il suffit de faire du lactique ou vraiment voilà, de faire vraiment de l'intensif le soir, ben, on stimule le système voilà, euh, adrénergique, on produit des catécholamines, voilà, les hormones du stress, et puis voilà, le jeune, il ne s'endort pas avant peut-être 11h30, minuit, donc après, c'est au détriment de sa quantité de sommeil, de sa qualité de sommeil. S'il est amené à devoir se lever, toi, à 6 heures du matin, par exemple, parce qu'il doit prendre un bus pour aller à l'école, etc. Voilà, s'il a que 6 heures de sommeil dans la nuit, en tout cas, il n'aura pas récupéré à la fois psychiquement, physiquement, et à un moment donné, si la récupération n'est pas bonne, bon, bah, quelque part, c'est au détriment de ses perfs, à la fois sur le plan scolaire et sur le plan sportif. Donc, alors c'est sûr que euh, tout dépend voilà, des horaires d'entraînement, des possibilités des clubs, mais s'entraîner tard, je dirais que c'est pas la bonne phase, c'est pas la bonne formule. Ça me semble, c'est pas la bonne formule pour un jeune. Très tôt le matin, bah, il faut pouvoir aussi se lever, il faut pouvoir aussi encaisser les séances, parce que derrière, après, il y a l'école, il y a. euh, bon, après, il y a des. Ouais, il y a des. Après, peut-être qu'il y a des structures, alors dans les pôles, par exemple, les pôles France ou les pôles Espoir, ou on va dire, c'est mieux structuré, en quelque sorte, hein. Les conditions d'entraînement sont peut-être sûrement meilleures, mais. C'est un ensemble en fait qui fait que voilà, le jeune va pouvoir répondre ou pas à la demande sur le plan scolaire, sur le plan physique. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'il y a des temps d'entraînement qui sont plus favorables que d'autres? Vous en pensez quoi de ça? Parce que moi, j'ai pas vraiment de réponse à ça, hein. Personnellement, je pense que ça dépend vraiment des profils. Il y a des profils qui préfèrent s'entraîner le matin et d'autres, c'est impossible. Je prends mon cas personnel, tu me feras pas faire une séance à 7 heures du matin et ça depuis que je suis gamin. Mhm. Et puis pour rebondir sur les pôles, le problème qu'on a souvent, c'est la scolarité. Donc les horaires d'entraînement sont souvent aménagés en fonction des horaires qu'on arrive à libérer avec le collège ou le lycée. Donc on fait pas forcément ce qui est optimal, mais on fait ce qui est possible surtout. Ouais, Donc ouais, c'est ça. tu peux avoir des entraînements par exemple de 11h30 à 13h. C'est pas forcément le mieux de s'entraîner entre midi et deux avec la fatigue des cours déjà le matin, etc. Mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Et après, on faisait le soir classique, quoi, à partir de 16, 18, 19h selon les jours. Ouais, complètement. Ouais. Je sais pas Ouais, si d'autres, c'est tout un ensemble, moi, c'est ça. C'est vraiment de regarder un petit peu quelles sont les contraintes au niveau scolaire, au niveau sportif. Ouais, et puis voilà, et puis il y a en fonction des structures d'entraînement aussi. Voilà, il y a des heures d'entraînement. Donc, ouais, c'est pas évident. Ouais. ouais. Quelqu'un a d'autres questions ou on clôture ici? On On est est tout pas mal, bon. je trouve. Ouais. Ah, Jonathan, c'est une question ou c'est bon? C'est bon. Ben merci en tout cas d'être venu, Sébastien et tous les participants. C'était super Merci. intéressant. Le Merci à vous. replay, je vous l'enverrai dès que je vais les uploader. Je m'en suis pas encore occupé, Delphine. Je vais le faire là, je pense demain ou après-demain pour les trois premiers. Donc vous aurez un accès privé sur YouTube. Si jamais les adresses YouTube, enfin de vos comptes YouTube, c'est pas le même que celui que vous m'avez donné pour la réservation, n'hésitez pas à me donner le compte, comme ça je le mettrai en privé. Comme ça, je vous enverrai un petit message, il n'y a pas de problème. Et ben merci beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Salut, bonne soirée. Ciao Merci. Seb. À bientôt. Ouais. Merci à vous. Ouais.
Au revoir. Au revoir. Salut.